Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce soir. Je suis Jenna Barbero, chargée de la communication et de la production des expositions à la Fondation Thalie à Bruxelles. Et je suis ravie d'être avec Tiffaine Calmette, artiste plasticienne, Emmanuel H, économiste et prospectiviste, et de partager cette modération avec Jennifer Gallet, qui est chef de la rubrique environnement du média The Conversation, partenaire de cette rencontre. Je rappelle que vous avez la possibilité de poser vos questions et de réagir à ces échanges et au partage d'idées qu'on va évoquer ensemble dans la fenêtre conversée en bas de l'écran. Tiffaine Calmette, bonsoir. 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 Vous êtes diplômée des Beaux-Arts de Bourges. Vous développez depuis plus de 10 ans un travail sensoriel et sensible en interrogeant les relations de l'homme à son environnement, à travers notamment l'usage des objets du quotidien. En témoignent d'ailleurs vos narrations comestibles qui prennent la forme d'expérimentations culinaires et performatives. Vos sculptures et vos installations, vous les concevez comme de véritables organismes vivants dans des formes qui sont évolutives, réversibles et qui questionnent d'ailleurs nos sens et nos liens au territoire et à la matière. C'est donc une expérience sensible et esthétique que vous proposez aux visiteurs au sein des institutions et des lieux où vous présentez votre travail. Et on peut notamment citer un exemple très éloquent avec l'exposition monographique que vous avez sur l'île de Vassivière au centre du paysage et au centre international d'art et du paysage de l'île de Vassivière, où vous invitez le visiteur à s'imprégner des énergies du lieu. Vous êtes lauréat du prix Aware en 2020 et vous avez également exposé à la Galerie Zoo à Nantes et à l'École normale supérieure dans le cadre de la Biennale de Lyon en 2019. Et si dans votre pratique, les matériaux et les formes racontent des histoires et se font le support de nouveaux récits, la matière est pour vous, Emmanuel H, support d'études et de projection sur les politiques de transition énergétique. Et je laisse pour en parler Jennifer Gallet, qui présentera brièvement The Conversation avant de vous présenter Emmanuel. Oui, bonsoir à tous et merci Jenna pour cette introduction et ravie d'être associée à la Fondation Thalie pour ces rencontres voilà, entre différents champs d'expertise. Donc moi, je travaille en effet comme journaliste à The Conversation, qui est un média qui a été lancé en France il y a 5 ans et qui se propose sur une base quotidienne de décrypter l'actualité, mais à travers des contributions de chercheurs, d'experts, voilà, de gens qui sont spécialistes de certaines questions. Et dans ce cadre, il m'est arrivé à de nombreuses reprises de collaborer avec Emmanuel, qui travaille sur la géopolitique des ressources naturelles, mais pas que, c'est un volet de ses recherches, et qui travaille voilà, au sein d'une institution qui s'appelle l'IFPEN, mais qui est aussi directeur de recherche à l'IRIS. Je vous invite, à la suite de cet échange, à retrouver tous les articles d'Emmanuel sur notre site The Conversation. Voilà, on en a publié pas mal et donc c'est vraiment, ça tourne autour des ressources, de la criticité de certains métaux. On va reparler de cette notion. Voilà, mais peut-être pour poser le cadre de notre discussion, Emmanuel, peut-être en commençant avec vous, est-ce qu'on peut dire un peu ce que c'est qu'une ressource pour un économiste et aussi un peu dessiner déjà quelles sont les ressources clés de notre présent. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation, pour partager ce moment avec vous tous et pour parler des ressources d'un point de vue pluridisciplinaire. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une ressource pour un économiste? Alors, ça recouvre plusieurs choses parce qu'une ressource, c'est quelque chose qu'on va intégrer dans un panel, dans ce qu'on appelle une fonction de production. C'est-à-dire qu'une ressource, c'est quelque chose, malheureusement, en économie, j'allais dire dans l'économie classique, c'est quelque chose qui est un petit peu dématérialisé. C'est-à-dire que la ressource, c'est quelque chose qui va permettre de produire, mais l'économiste ne s'interroge peut-être pas assez à ce qu'il y a derrière cette production, j'allais dire, de ressources, et notamment aux conséquences que l'on peut avoir à extraire, notamment les conséquences environnementales sur le milieu productif ou les conséquences sociales de l'extraction et de la production
de ressources. Donc, l'économiste, en fait, il voit la ressource de manière très, très générale. J'ai presque envie de dire, si on veut faire un petit peu d'histoire, hein, il a considéré la ressource comme une richesse. Et puis, ça c'était, vous connaissez tous Adam Smith, hein, au 17e, 17-18e. Et puis progressivement, en fait, les économistes, ils ont retiré les ressources de l'analyse. C'est-à-dire qu'on est passé, en fait, d'une économie où justement tout était centré sur les ressources à une économie qui a fait disparaître tout d'un coup les ressources de l'économie, tout simplement parce que il y a un présupposé, j'allais dire, classique à la théorie économique qui fait que pour produire des ressources, il faut du capital. Et plus on a de capital, plus on a de ressources. Et donc, quelque part, la ressource en elle-même, c'est-à-dire celle que l'on consomme tous les jours, elle s'est un petit peu dématérialisée. Et d'ailleurs, c'est moi le principal reproche que j'ai à faire à mes camarades économistes, c'est qu'on ne se rend plus compte avec la dématérialisation des économies qu'on vit dans un monde de ressources. Et moi, j'aime à dire à mes étudiants ou pendant les conférences que le monde qui vient, c'est pas un monde immatériel. Justement, c'est un monde de ressources. Et j'ai presque envie de dire que les métaux, les ressources alimentaires, ce seront comment dire, les véritables enjeux du siècle qui vient, tout simplement parce que même si on ne va pas en manquer, on aura des problématiques économiques, géopolitiques et j'allais dire environnementales qui y sont liées. Oui, tout à fait. Et vous, Tiffaine, dans votre pratique, justement, la matière et ses ressources deviennent des terrains d'investigation pour cristalliser des hypothèses et des expériences partagées. Si on revient sur le projet, votre exposition monographique sur l'île de Vassivière, vous créez à partir des ressources minérales et végétales qui sont à la fois sur l'île de Vassivière et à proximité. Donc, en prenant en compte, par exemple, les énergies du lieu, vous avez collaboré avec un géobiologue pour faire une expertise énergétique du lieu. Il y a tout un parcours sensible qui permet de s'approprier ces ressources et de les ressentir d'une manière différente. Vous pouvez revenir un peu sur ce projet? Oui, bien sûr. Déjà, moi, je ne sais pas si je travaille tant avec des ressources. Enfin, je ne sais pas, j'ai un petit peu un problème avec ce terme-là. Peut-être qu'il s'agirait plutôt de vivants, en fait, juste au même titre que nous autres humains et qu'on essaye peut-être plus, non pas de s'en servir, mais peut-être davantage de collaborer, hein, si on est dans une vision un petit peu idéaliste, peut-être. Après, à Vassivière, en effet, moi, j'aime beaucoup travailler avec les lieux, avec ce qui font qu'ils sont ce qu'ils sont, ce qui les entoure, l'architecture, mais aussi l'environnement. Et c'est vrai qu'à Vassivière, c'est un cadre tout à fait particulier. C'est donc une île où il n'y a pas vraiment d'habitants, hormis le centre d'art, le parc de sculptures et la faune et la flore qui l'habitent. Et donc, en effet, l'idée, c'était de pouvoir donner une expérience de ce lieu-là à travers une exposition. Donc, effectivement, le premier travail que j'ai fait, c'est avec un géobiologue. Et l'idée, c'était de travailler non seulement avec ce qui est visible, mais aussi de ce qui ne l'est pas, à savoir les énergies qui parcourent les lieux, mais qui parcourent de manière plus générale la Terre. Donc voilà, la géobiologie, c'est la science des énergies qui parcourent notre Terre. Et donc, c'est des formes énergétiques qui ont été prises en compte depuis un peu les débuts de la construction. Donc, on peut penser aux menhirs, qui seraient des points d'ancrage de réseaux énergétiques, mais aussi les églises qui ont été construites en prenant en compte ces réseaux-là, et puis sans doute les pyramides égyptiennes, les sites mayas, etc. Et forcément, quand on vient inscrire des éléments de construit sur ces zones-là, il y a des résonances, une sorte de relation qui se crée pour le meilleur et pour le pire des gens qui habitent ces espaces-là.
Oui, et c'est une expérience plutôt unique que vous proposez aux visiteurs parce qu'il y a tout un parcours immersif où vous proposez d'ailleurs à l'entrée de l'exposition de fumer de l'armoise, donc qui a des propriétés médicinales utilisées par les communautés amérindiennes pour voilà, développer des rêves lucides. Là, c'est pour s'approprier différemment le lieu, ces énergies qui sont imperceptibles à l'œil nu. Et puis il y a également dans l'exposition des sculptures que vous travaillez avec la technique du rocaillage voilà, qui consiste à reproduire des formes de la nature à partir du béton. Donc, est-ce que ce sont les sculptures qu'on voit à l'image? Alors ça, non, ça c'est une espèce d'aire de jeu, donc de paysage géométrie réalisé en terre crue, donc qui a été fait avec de la terre des environs. Mais en fait, effectivement, la principale en fait idée aussi de cette exposition, c'est de dire qu'il n'y a pas, en tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est la question des relations. Et je pense que le problème dans la gestion des ressources, c'est qu'il n'y a pas il y a une relation, mais unilatérale. Sauf qu'on peut très bien au quotidien faire l'expérience de l'agentivité, en fait, du végétal, de l'animal, mais aussi du non-vivant sur nous. Et ça nous permet peut-être aussi de prendre conscience que tous nos actes à nous aussi ont des répercussions, même aussi peu visibles, en tout cas sur le court terme, soit-elles. Et donc, effectivement, une partie en fait des expériences que je propose, c'est une question de comment en fait il y a un agissement réciproque qui se produit dans différentes actions, aussi minimes soient-elles ou quotidiennes ou domestiques. Donc effectivement, le fait de prendre de l'armoise, eh ben, on sait depuis des millénaires que les plantes ont une potentialité d'action, en tout cas sur le corps, au même titre que voilà, boire du vin tout d'un coup va nous emporter dans un autre état. Bah, certaines plantes ont aussi cette possibilité-là. Et tout d'un coup, la plante devient elle-même sujet en tant qu'agissante sur nos corps, notre esprit, nos mouvements, etc. Et du coup, l'exposition est comme ça, basée sur un certain nombre d'expériences et de mise en relation, à la fois de l'espace architectural du centre d'art lui-même, des objets qui sont présentés, mais aussi des éléments présents sur le territoire alentour. Et ce qui est intéressant aussi, et c'est le propre de cet échange, de croiser les disciplines, de proposer un regard à la fois dans le champ de l'art et de l'économie, c'est que vous, Tiffaine, vous montrez, en fait, vous développez ces nouveaux récits en réévaluant nos relations à l'environnement, tandis que vous, Emmanuel, vous essayez d'étayer ces hypothèses à partir d'études beaucoup plus rationnelles, de chiffres, et, voilà, pour projeter des scénarios à partir de ces ressources. Et je pense notamment au projet Generate que vous développez avec l'EFP Énergie Nouvelle. Alors, oui, tout à fait. Alors effectivement, on est moins dans des représentations, comment dire. Nous, les représentations graphiques que l'on fait, ce sont malheureusement des graphiques Excel. Ça nous empêche pas d'avoir comment dire, de bâtir notre travail sur des histoires à raconter. C'est-à-dire que dans la discipline, vous l'avez bien dit dès le départ, je suis économiste et prospectiviste. Et derrière prospectiviste, qu'est-ce qu'il y a? Il y a surtout la notion. Alors moi, j'aime bien dire que la prospective, c'est de l'indiscipline. Vous voyez, c'est de l'indiscipline intellectuelle. C'est-à-dire que pour raconter des histoires, il faut pas être discipliné. Et ça permet notamment de sortir sans cesse du champ de l'économique, parce que le champ de l'économique, pour moi, par exemple, il est extrêmement restreint. C'est-à-dire que vous voyez, on travaille malheureusement avec des modèles qui sont développés par des économistes ou des ingénieurs, et ça nous fait rentrer dans des logiques qui sont des logiques dites de rationalité. Et malheureusement, on ne peut pas raconter des histoires comme ça. Donc, à côté, en fait, de ce travail, j'allais dire, purement mathématisé, il faut aller chercher des narratifs. Et c'est à travers le narratif qu'on va finalement revenir et améliorer nos outils
mathématiques. Et c'est la pertinence du métier, c'est-à-dire de réfléchir autrement et d'aller chercher aussi dans d'autres disciplines. On va souvent chercher dans la géographie, on va chercher dans l'histoire, on va chercher, j'allais dire, dans l'ensemble des sciences humaines. On va chercher dans la sociologie aussi, parce que pour comprendre pourquoi les tels comportements, par exemple, par rapport à l'adoption d'une technologie, vous voyez, et on va essayer de chercher à comprendre de manière très, très pluridisciplinaire. Et moi, ce qui me parle beaucoup là dans ce que j'ai vu, et je m'étais permis de télécharger un ensemble il y avait un gros fichier PDF dans lequel il y avait toutes vos œuvres, Tiffaine. Moi, ce qui me marque, et notamment dans ce que vous avez dit, finalement, il y a une relation un peu unilatérale. C'est-à-dire que quelque part, moi je l'interprète comme ça en tant qu'économiste prospectiviste, c'est que je me dis, finalement, moi ça me rappelle, en fait, encore une fois, je le rapproche toujours de ce que je dis à mes élèves. Je leur dis, voyez, jusqu'à la révolution industrielle, c'est la nature en fait qui imposait le rythme de vie à l'homme. Après la révolution industrielle, c'est l'homme qui impose aux écosystèmes son propre rythme de vie. Voyez, et ce chamboulement-là, il a fait quoi? Il a fait qu'effectivement, il y a une personne qui s'appelle René Passet, qui est un petit peu mon maître en écologie, qui parle d'envahissement humain. Et quand il parle d'envahissement humain, en gros, il dit tout simplement que le rapport à la nature, il s'est inversé. C'est que c'est l'homme qui guide le rythme biologique de la nature, et c'est complètement inutile et inefficace, tout simplement parce que l'homme n'a absolument pas la capacité, j'allais dire, à comprendre de manière globale et de manière complexe tout ce qui se passe en fait en économie et dans les écosystèmes. Et donc ce retournement de logique, moi je le perçois en fait à travers votre discours. Je perçois aussi la composante énergétique des matériaux que vous comment dire, vous la décelez sous la forme des énergies invisibles, j'ai envie de dire. Mais nous, on a aussi de l'énergie visible. Voyez, et notamment pour produire ces matériaux, même si vous avez ce qu'on appelle l'intelligence de la main, ce qui est formidable, cette intelligence de la main, c'est de l'énergie aussi, c'est de l'énergie musculaire. Et donc, en fait, tout est énergie et tout est matière. Et le problème avec le monde actuel, et encore une fois, avec ce retournement, cette révolution industrielle qu'on n'étudie pas assez, à mon sens, parce qu'elle est à la base de tout, elle est à la base de toute la dégradation environnementale, c'est qu'on a oublié ce rapport à l'objet, c'est qu'on a oublié ce rapport en fait à la matière. Voyez, et moi, ce que j'ai remarqué dans vos œuvres, c'est justement ce rapport à la matière, et notamment il y a un rapport à l'eau qui est assez que j'ai vu dans de nombreux de nombreuses de vos œuvres. Et bon, l'eau, c'est quelque chose sur laquelle on travaille nous alors actuellement, c'est-à-dire de voir un petit peu derrière les matériaux, derrière les matières premières, cette consommation en eau qui est aussi une problématique qu'on va devoir affronter en fait dans les années qui viennent. Emmanuel, sur cette question, moi j'aimerais bien qu'on revienne un tout petit peu là, avant de repasser la parole à Tiffaine, sur cette question de visible-invisible, parce que c'est vrai que c'est une question là que vous avez évoquée tous les deux, mais il y a quelque chose d'un peu paradoxal dans le monde actuel, qui est un monde très, voilà, on dit toujours que c'est un monde globalisé, mais en fait il l'est, les échanges sont permanents, concernent toute la planète, mais on ne sait pas vraiment généralement d'où viennent ce qui compose les choses qui nous entourent, ce qu'on met dans nos téléphones, alors qu'il y a un côté à la fois très matériel et aussi très abstrait de d'où viennent ces matériaux, comment ils sont extraits et en gros quel impact ça a. Donc ça aussi, ce travail de montrer voilà, tout ce réseau d'exploitation, de transport, d'échange, ça c'est aussi une partie de votre travail, de rendre visible en fait ces mécanismes. Alors complètement, quand on aborde une problématique, un matériau à analyser, par exemple, je sais pas moi, le cobalt, le lithium, on va s'intéresser à la chaîne de valeur. Et donc la chaîne de valeur, ça va être de partir en fait d'où est produit ce matériau, c'est-à-dire le minerai, parce qu'en gros entre le minerai et puis le matériau qui va se trouver dans votre téléphone portable ou dans votre ordinateur, il va y avoir des dizaines voire 15 transformations qui vont être opérées avec l'objet, ce que j'appelle la matière, va sûrement se promener dans 3, 4, voire 5 pays.
et donc suivre, j'allais dire, chaque matériau de l'amont, c'est-à-dire de la source, jusqu'à l'implantation et voire même jusqu'à son recyclage, c'est extrêmement difficile. Tout simplement parce que vous allez avoir divers acteurs avec divers intérêts. Pour tout vous dire, on a énormément de problèmes en fait à reconstituer l'ensemble des chaînes de valeur, à reconstituer l'ensemble des opérations de transformation qui sont effectuées sur chacun des minerais. Ça nécessiterait, par exemple, vous avez à l'image une belle machine en fait qui dépense énormément d'énergie. Donc, vous voyez, il faut incorporer aussi l'énergie et les matériaux qui ont été nécessaires en fait pour produire la machine qui extrait elle-même le matériau. Donc, on est dans une forme d'invisibilité. Les seules choses dont on est sûr, vous voyez, je vais vous donner. Alors, je suis économiste, donc je suis obligé de vous donner 2 chiffres parce que sinon, je n'existerai plus en tant qu'économiste. Mais vous voyez, les seules choses dont on est sûr, c'est que, in fine, 25% du commerce mondial de marchandises, ce sont des matières premières. Vous voyez, on a ce chiffre-là de 25% qui varie entre 25 et 30% en fait, selon les années. Vous voyez, ça, c'est un chiffre qui est assez stable. Après, le reconstituer, c'est extrêmement difficile. Et puis, le deuxième chiffre qui, à mon sens, enfin, il y en a 2 en fait, mais aujourd'hui, on consomme environ par jour et par personne 33 kilos de matériaux tout confondus, vous voyez, par jour et par personne au niveau mondial. On en consommera 45 en 2060. Ça veut dire qu'on va continuer en fait à être dans une civilisation en fait de la matière première. Le problème, c'est que lorsque vous interrogez les gens autour de vous, eh bien, je suis sûr que ils se rendent pas compte justement de cette consommation de matériaux et de toute l'énergie invisible qui a été nécessaire en fait pour la fabriquer. Quand je dis l'énergie, c'est l'homme, c'est l'organisation du travail qui est derrière. Ça veut dire que en gros, encore une fois, on vit dans une situation très matérielle, mais en fait, on ne s'en aperçoit plus. Et c'est vraiment une problématique. Et c'est pour ça que on a eu une idée avec des collègues. Vous connaissez sûrement Yuka, le Yuka de l'alimentaire. On veut essayer de faire la même chose en fait pour les matériaux, c'est-à-dire que on essaye de développer une application dans laquelle à chaque fois que vous allez acheter je sais pas, votre machine à laver, vous allez savoir en fait quel type de matériaux il y a à l'intérieur, d'où ça vient. Et comment dire, et quelle énergie a été consommée, quelles émissions de gaz à effet de serre ont été nécessaires en fait pour fabriquer ces objets, vous voyez, pour essayer de tracer. Parce que si on ne trace pas, finalement, on n'a pas la possibilité de voir notre empreinte, que ce soit notre empreinte matériaux, notre empreinte carbone ou notre empreinte eau. Et donc, ce travail-là, il est nécessaire. Donc là, c'est en développement, vous voyez, c'est une initiative parce qu'on s'intéresse véritablement à traquer l'invisible. Oui, et ça tisse le lien aussi avec la question de la sobriété. Et vous, Tiffaine, par exemple, c'est cette question de laisser une trace justement de tous ces sujets liés à l'empreinte qu'on peut laisser aussi au niveau de l'utilisation des ressources, des matériaux. Voilà, ces questions-là étaient particulièrement visibles dans votre projet à l'ENS, développé au moment de la Biennale de Lyon en 2009. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce projet et comment vous avez amené la question de la sobriété des matériaux voilà, dans ce projet-là, également avec les collaborations de savoir-faire, de connaissances avec des chercheurs sur place? Oui, bien sûr. Donc, c'est vrai que l'ENS, c'est un projet assez particulier. Donc, l'ENS, c'est une école et au sein de cette école, il y a un jardin qui a été créé par Gilles Clément. Et donc, dans cet écosystème, il me semblait assez peu intéressant, d'autant plus au regard du budget qui m'était imparti, de faire quelques pauvres sculptures qui allaient être un petit peu perdues au milieu de ce jardin. Et puis, ça s'inscrit aussi dans une réflexion où je sortais d'une expérience d'exposition où je me suis retrouvée pendant 1 mois et demi à produire de manière hyper intense
dans une pièce un peu fermée, sans vue sur l'extérieur, et tout ça pour un public assez restreint, et où je me suis après à devoir gérer les transports. Enfin bon, c'est des trucs vraiment liés aux problématiques de la production artistique, des objets qui vont ensuite être stockés, dont je ne savais pas quoi faire. Enfin bon, tout ça engage un certain nombre de questions, et j'avais pas du tout envie de revivre cette expérience. Donc il y a plusieurs choses que j'ai eu envie d'expérimenter. C'était déjà, au lieu de prendre le temps de l'exposition comme un temps de monstration, de le prendre comme un temps de l'expérience et de la production elle-même, ce qui me permettait de me dégager du moment un peu fatidique du vernissage où tout doit être fini pour cette date-là, mais de m'inscrire dans un temps plus long, en fait, où aussi on peut se permettre de revenir sur les objets, où il y a vraiment une relation qui se tisse avec ce qui est produit sur le long terme, et où c'est pas tout d'un coup quelque chose qu'on a fini, au dernier moment on lève les mains en disant c'est bon, j'ai fini en temps et en heure, on part et on laisse l'objet un peu seul face à son public. Donc il y avait ça d'une part. Deuxièmement, il y avait aussi prendre en compte le contexte global du projet. Donc à savoir une école d'une part, et puis cette idée du jardin en mouvement que prône Gilles Clément. Et donc au milieu de tout ça, j'ai décidé de faire un projet vivant, en fait, sous la forme d'un espèce de chantier école. Donc l'idée, c'était de proposer une structure qui accueille des rencontres et des discussions, tout en étant le sujet même de ces rencontres et discussions. Donc comment, en fait, on peut tout d'un coup, au cœur même du temple de la pensée de notre pays, que se trouve quand même l'ENS, essayer, en fait, de remettre un peu la question du fer, et du fer en plus artisanal, ancestral, avec un matériau qui a été complètement mis de côté, qui est la terre crue, et d'essayer de créer en fait des correspondances entre les deux, et surtout comment l'un et l'autre peuvent se nourrir mutuellement. Donc là, concrètement, par exemple, on voit sur les images, c'est l'installation du four à céramique, c'est ça? Alors, du coup, dans cette structure, j'avais décidé d'inclure des éléments d'usage, que sont un four à céramique, un four à pain, des feux de cuisson et des éléments un peu totémiques anthropomorphiques. L'idée étant de penser une structure d'accueil et un peu d'hospitalité. Donc qu'est-ce qu'on propose en général quand on accueille des gens? On leur donne à manger et à boire. Et aussi cette idée de remettre la question des outils un peu conviviaux, comme peut le penser Ivanich, donc des outils qu'on pourrait produire soi-même, au cœur un peu de la problématique de ce chantier. Et donc le four à céramique qui permet de produire un certain nombre d'outils, et notamment culinaires. Et donc, tout au long de la production de cette forme-là, donc, qui était accompagnée par Samuel Dugelet, qui est maçon spécialisé dans la construction en terre crue, il y avait tout un nombre d'interventions plus théoriques, on va dire, qui s'appuyaient en fait sur les questions que pose la structure elle-même, à savoir qu'est-ce que la construction en terre crue, par exemple. Qu'est-ce que les questions d'hospitalité avec des chercheurs de l'ENS qui traitaient cette question-là, etc., etc. Et cette question de la temporalité, comme vous en parliez également tout à l'heure, avec non plus ces notions de rendre un produit fini, mais de délivrer une expérience qui se construit au fur et à mesure, ça me permet également de rebondir. Lorsqu'on parle de sobriété, il y a aussi cette question de la temporalité. Pour vous, Emmanuel, par exemple, je rebondis, vous donniez tout à l'heure un chiffre. Par exemple, ici, là, l'Union européenne a fixé un objectif d'efficacité énergétique de 32,5% d'ici à 2030. Lorsqu'on parle de décroissance et de sobriété, quelle est justement la différence entre ces deux notions? Et quand on parle de sobriété, cet rapport au temps, à la temporalité face à l'urgence écologique, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, atteindre des objectifs de sobriété et d'efficacité énergétique. Alors, c'est assez complexe votre question. Alors, pour différencier la sobriété de la décroissance. La décroissance, c'est, j'allais dire, c'est le mot qui fait peur.
Moi, je vais essayer de réconcilier un tout petit peu je vais essayer un peu de réconcilier les deux. À mon sens, la sobriété, c'est tout simplement une question de hiérarchisation. Être sobre, ça veut dire hiérarchiser l'indispensable du superflu. Vous voyez, c'est ça que ça veut dire tout simplement la sobriété. Hein. C'est-à-dire qu'on va essayer en hiérarchisant ce qui est vraiment nécessaire à la vie ou à l'activité humaine, on va essayer d'en tirer des co-bénéfices. Hein. C'est-à-dire que on va essayer d'engendrer moins de pollution, moins d'embouteillage, et on va essayer surtout de créer plus de liens sociaux. Parce que derrière cette notion de sobriété, il y a aussi la notion un petit peu de mutualisation et donc de la volonté de créer du lien social. Après, il y a de nombreuses, j'allais dire, définitions de la sobriété. Enfin, il y a différents types de sobriété et c'est pour ça qu'on a différents types de temporalité sur la sobriété. Vous avez ce qu'on appelle la sobriété structurelle en économie. La sobriété structurelle, ça va être quoi? Ça va être comment vous organisez un espace, par exemple, comment vous allez créer, les conditions d'une activité. Est-ce que vous allez rapprocher le lieu de travail en fait du lieu de vie? Et donc là, la sobriété structurelle, c'est l'organisation des espaces. Et là, donc, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer de réduire les distances. Ça, c'est quoi? C'est plutôt, c'est quelque chose de long terme. Vous n'allez pas pouvoir, j'allais dire, changer en quelques années l'organisation spatiale. Hein. Et donc là, c'est un véritable défi qu'on va avoir, j'allais dire, dans les années qui viennent. Après, vous allez avoir ce qu'on appelle la sobriété dimensionnelle. Alors, la sobriété dimensionnelle, c'est des équipements. C'est-à-dire, vous allez faire un rapport qui est très simple entre mon équipement, quelle dimension il a et quel usage je vais en faire. Et là, vous allez, peut-être pas besoin de. Je vais vous prendre un exemple qui est très simple. Hein. Vous allez prendre tout simplement l'exemple de l'automobile hein, et des gros SUV qui sont vendus, j'allais dire, tous les jours à travers le monde. Pour quel usage? Si c'est pour aller chercher le pain à 1 kilomètre de chez vous, ça n'a aucun intérêt, bien évidemment. Donc, vous voyez, là, on est plus dans est-ce qu'on peut pas dimensionner en fait l'outil par rapport à l'usage? Et donc là, vous allez pouvoir faire rentrer notamment tous les débats qu'on a actuellement. Enfin, je devrais dire qu'on devrait avoir, mais qu'on n'a pas actuellement sur la 5G, par exemple. Hein, quel est l'intérêt d'avoir la 5G pour tout le monde? Est-ce qu'on ne pourrait pas la réserver aux seuls, je sais pas moi, aux seuls hôpitaux, aux seuls secteurs en fait qui ont véritablement un usage, un besoin de cet usage-là? Après, vous allez avoir aussi ce qu'on appelle la sobriété d'usage. Alors ça, c'est encore autre chose. C'est bien utiliser les équipements. Alors, c'est pour ça que c'est intéressant quand on est économiste de faire un peu de sociologie, parce que si vous parlez avec des sociologues en fait de la sobriété, ils vont vous dire tout de suite, ils vont vous parler tout de suite de la sobriété d'usage et ils vont vous dire tout de suite, il y a ce qu'on appelle la malédiction du mode d'emploi. C'est-à-dire que personne ne lit les modes d'emploi. Donc, quelque part, personne ne sait véritablement utiliser les outils de manière optimale. Voyez, et ça, c'est un problème. Hein, c'est pour ça qu'on vous fait des campagnes de publicité pour mettre les appareils, ne pas les laisser en veille, pour essayer de réduire la vitesse sur autoroute, par exemple. Voyez, vous avez toutes ces questions-là. Et puis, finalement, à la fin, vous avez une 4e sobriété, c'est la sobriété conviviale. Et ça, c'est là où vous allez faire rentrer en fait tous les espaces de mutualisation, tous les espaces de convivialité, l'autopartage, le partage d'outils. Voyez, ces 4 sobriétés vont pas s'appréhender, j'allais dire, dans la même temporalité. Hein. La sobriété structurelle, c'est bien évidemment du long terme. Les autres, c'est entre le court et le moyen terme. Hein. Le problème, c'est que dès qu'on touche dès qu'on parle de sobriété, généralement, on le confond avec décroissance, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on va punir. Hein. La sobriété, c'est la restriction. Or, malheureusement, depuis qu'on est homme, on a toujours hiérarchisé, on a toujours fait des choix. Et donc, tout simplement, l'urgence écologique, elle nous impose d'en faire un tout petit peu plus et un tout petit peu plus rapidement. Hein, et il faut sortir justement de cette vision restrictive en fait de la décroissance qui fait peur pour aller vers la sobriété. Et après, il ne faut pas se confondre la sobriété et l'efficacité énergétique. Parce que malheureusement, l'efficacité énergétique, j'ai envie de vous dire, c'est une réponse d'ingénieur.
a un problème. C'est-à-dire que depuis que le monde est monde, et c'est pour ça que les ingénieurs et les économistes, en fait, ils s'entendent très bien parce qu'ils se répondent, vous voyez. Comment dire, l'ingénieur va trouver des nouvelles, j'allais dire, des nouvelles technologies qui vont permettre de réduire la consommation d'un bien, par exemple, la consommation énergétique par exemple, d'une voiture, je sais pas, d'un téléphone portable, de tout ce que vous voulez. On peut réduire la consommation unitaire. Le problème, c'est que la technologie ne va pas malheureusement nous sauver, tout simplement parce qu'il y a ce qu'on appelle des effets rebonds. C'est-à-dire que même si comment dire, les appareils consomment moins, on est de plus en plus à vouloir utiliser les mêmes appareils. Et donc, au final, en fait, on a un rebond de la consommation. Il y a d'ailleurs un très bon article qui est paru hier sur The Conversation à ce sujet-là. Je vous incite à le lire. Donc, si vous voulez, derrière efficacité, sobriété, il y a surtout en fait ce qui manque. Et là, je me permets de revenir juste à la première question que vous avez posée. Est-ce que vous pensez véritablement qu'on peut amener les gens à changer en leur donnant des objectifs chiffrés? C'est absolument pas possible. Si on ne, comment dire, si on ne fait pas du narratif, si on n'invite pas les gens à se projeter dans des mondes, on n'y arrivera pas en termes d'efficacité énergétique ou de sobriété. Vous savez, il y a un auteur, hein, vous connaissez, c'est Antoine de Saint-Exupéry, et il a écrit une phrase extraordinaire. Alors, c'est pas du tout en rapport avec la sobriété, hein, mais c'était en rapport avec la mer. Il disait tout simplement, si tu veux construire un bateau, ne commence pas à rassembler des hommes, à leur donner du bois et à les forcer à construire, mais redonne aux gens le goût de la mer. Voyez, et c'est exactement la même chose pour la transition énergétique. C'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à avoir un narratif cohérent, un narratif attractif, eh bien, vous pouvez fixer tous les objectifs que vous voulez. En fait, vous n'y arriverez pas ou vous y arriverez beaucoup plus difficilement. Donc, le narratif, il est essentiel. C'est la pierre angulaire de la transition écologique. Emmanuel, il y a une petite question dans le public là, Bien sûr. qui appelle une réponse courte parce que le temps file. Il y a quelqu'un qui revient sur cette question de plus de 30 kilos là, de Oui. matière par jour et qui demande si c'est des matières premières, pétrole, minerais, etc. ou est-ce que cette quantité inclut aussi les déchets dans une idée de quelque chose de vraiment de global, d'un comptage global de cette consommation. Alors, dans ces 33 kilos, il y a tout ce qui est consommation de pétrole, de minerais non métalliques, c'est-à-dire tout ce qui est pour les infrastructures, le ciment, le béton, le gypse, le sable, etc., etc. Et il y a pas les déchets. Il n'y a pas de circularité dans ce chiffre-là. Ok, d'accord. Donc ça, c'est encore une autre question, mais on ne va pas partir sur la question de la circularité parce qu'on n'a pas assez de temps. Il y a une autre question pour Tiffaine, une question de Sonia qui demande comment est-ce que vous choisissez vos matériaux? Parce que là, vous nous avez expliqué votre travail autour de la terre crue et pourquoi, enfin, c'est une sorte on visite à nouveau ce matériau très ancien. Comment vous faites? Comment vous choisissez? Je pense qu'il y a un moment donné où je me suis confrontée à mon propre manque de cohérence parfois entre ce que j'avais tendance à penser et ce que je faisais. Et donc, je suis un petit peu partie en quête de matériaux, tout simplement, en me disant, en essayant de questionner déjà ce que j'avais l'habitude d'utiliser comme matériaux, quel impact ça avait, qu'est-ce que ça racontait, qu'est-ce que ces matériaux déjà racontaient de l'histoire de la construction et du développement industriel, en tout cas occidental. Et ensuite de me dire, alors qu'est-ce que je pourrais avoir d'autre en fait pour produire des formes. Et là, un petit peu par hasard, je me suis retrouvée à entrer en discussion avec un ingénieur de Lifestar qui s'appelle Erwan Amar, donc, qui en fait m'a été présenté comme un ingénieur du béton de terre, mais en fait pas du tout, qui était ingénieur dans autour du matériau de terre crue pure, et qui m'a un peu fait découvrir ce matériau.
Et c'est vrai que ça a été un peu je sais pas, une révélation un petit peu sans doute naïve pour moi, ne connaissant pas du tout ce matériau-là et en fait comprenant toutes les possibilités en fait qu'il avait en lui-même. Et en fait, la dimension extrêmement politique qu'il pouvait y avoir à l'utiliser pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que déjà, c'était un matériau qui était utilisé autrefois pour construire évidemment les maisons, mais qui se faisait de manière extrêmement collective et collaborative, où il y avait vraiment une notion d'entraide entre les jeunes générations et les plus vieilles au sein des villages, et ça se faisait de manière assez festive. Il me racontait notamment la construction des maisons en Bretagne, avec le cidre, la musique et des gens qui viennent battre la terre, et d'où la création d'un certain nombre de danses bretonnes, par exemple. Et ensuite, aujourd'hui, la terre est considérée comme un déchet. Et en fait, suite aux kilotonnes de terre qui sont extraites pour des constructions de parkings, de centres commerciaux, que sais-je, d'autres merveilles. Et pour cela, en fait, les terrassiers sont obligés des fois de transporter de la terre à des centaines de kilomètres de leur chantier, mais aussi de payer en fait pour la stocker. Et voilà. Et du coup, il me racontait un peu tout ça. Donc, c'est un matériau qui est gratuit, qui est très facilement trouvable, qui a énormément de capacités plastiques, mais aussi thermiques quand il s'agit de construction de bâtiments. Et après, ce qui était intéressant aussi avec la vision de Samuel Dugelet, c'est que c'est un matériau qui se travaille dans un corps à corps. Il n'y a quasiment pas besoin d'outils. En tout cas, lui, il n'en utilise pas. Il utilise vraiment les pieds nus et les mains. Donc, c'est aussi agréable de revenir avec le travail à main nue dans la matière. Et cette dimension collective, en fait, remet de la joie au sein des chantiers de construction. Je ne sais pas si c'est vraiment le cas dans le BTP avec les marteaux-piqueurs et les espèces d'énormes camions qui viennent déverser du béton. Mais en tout cas, c'est vrai que ces chantiers, ils sont aussi faits sous la forme de chantier-école, c'est-à-dire qu'on vient apprendre en faisant et qu'il y a la notion de transmission qui est toujours sous-jacente et qui est extrêmement importante et qui vient justement remettre du lien social, mais pas que par le fait de raconter une histoire, par le fait de vivre des choses vraiment ensemble. Et je pense que c'est ce qui manque déjà énormément aujourd'hui, de vivre des choses ensemble, et à l'heure du Covid, n'en parlons pas. Et en plus d'être confronté avec des formes de réalité. Et le problème, je reprends un peu ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que vu que tout aujourd'hui est segmenté et fragmenté en des micro-événements, vraiment, la société a été formatée à l'image de la chaîne industrielle. Au final, tout le monde a sa petite tâche à faire, un peu détachée de l'ensemble de la chaîne, et on ne fait plus de lien, en fait, avec rien. Et du coup, on ne peut pas retrouver du sens là-dedans. Et je pense que les questions écologiques, au-delà d'une question de conscience, elles sont aussi reliées à des notions d'affect. Sauf que les notions d'affect et de lien profond avec ce qu'on appelle la nature et l'environnement n'existent pas. Elles ne peuvent pas exister, en fait, surtout pour les gens des villes et encore les gens des campagnes qui, de toute manière, prennent leur voiture pour aller d'un pas à un autre. Et du coup, déjà, remettre, en fait, la chaîne, en fait, une visibilité de la chaîne dans son ensemble, c'est extrêmement important, mais c'est extrêmement important de la vivre, en fait, tout simplement, et de pouvoir produire un objet du point de départ qui est la matière brute jusqu'à la finalité. C'est très rare. Je pense qu'il y a peu de gens aujourd'hui qui peuvent se vanter d'assister à tous les échelons de la production d'une forme, qu'elle soit une forme de pensée ou une forme en matière réelle. Je me suis perdue. Et du coup, dans ces chantiers, dans l'utilisation de la terre crue, c'est quelque chose qui est effectivement très intéressant et très valorisant aussi, de pouvoir
déjà, je reviens sur cette dimension du corps à corps, de n'avoir besoin que de ses mains et de ses pieds et de la force de son propre corps pour voir l'émergence d'une forme. Ensuite, d'assister à la transformation d'une matière informe à une matière qu'on va mettre en forme. Et ensuite, il y a cette question de la réversibilité qui est propre à la Terre et qui est propre à assez peu de matériaux. C'est cette possibilité qu'elle a de pouvoir revenir à son état d'origine. Et ça, c'est assez fantastique quand même, parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui de recyclage. Mais en fait, le problème, c'est que recycler, c'est aussi une dépense énergétique qui parfois est complètement ahurissante et auquel on ne pense absolument pas. Et dans la réversibilité, cette notion d'énergie, du coup, elle est complètement... Oui, oui, non, mais ça illustre bien aussi voilà, comment vous vous imprégnez de cette notion de sobriété pour construire vos propres projets. Et une notion également qui est importante dans votre travail, c'est celle de la performance et de partager l'expérience. Vous en parliez tout à l'heure, de créer du lien et de réinjecter du sens aussi dans nos rapports à l'environnement. Je pense notamment au dîner performatif, aux narrations comestibles que vous organisez, notamment au Paris Art Lab en juin 2019 dans un projet qui s'appelait En grattant la terre, j'ai trouvé mon empreinte. Cette notion de commensalité, c'est un terme qu'on n'a pas forcément l'habitude d'utiliser, mais qui désigne en fait les compagnons de table que vous rapprochez du commensalisme, c'est-à-dire la symbiose qui touche aux questions du commun, bâtir une vision d'ensemble qui jetterait peut-être aussi les bases d'une nouvelle manière d'être au monde, peut-être de nouveaux paradigmes et de nouveaux récits. Est-ce que pour vous, ce vecteur par la performance, créer des images et créer peut-être des liens, des relations qui pourraient jeter les fondations pour construire de nouveaux modèles ou de nouveaux récits qui seraient viables? En fait, ce que je trouve intéressant dans l'acte de manger, c'est en fait, Emmanuel Écochien en parle très bien dans son livre Les Métamorphoses, et puis d'autres personnes aussi en ont très bien parlé auparavant. Mais cette idée que c'est le premier acte qui fait monde, dans le sens où nous avons tous besoin d'une autre espèce, enfin, chaque espèce a besoin d'une autre espèce pour se maintenir en vie. De là, en fait, émerge cette évidence de l'interdépendance interspécifique et que de fait, nous devons être, enfin, finalement, toujours être dans une relation de soin avec les autres espèces, dans le sens où si on en perd une, la chaîne, quelque part, s'écroule. Et ensuite, l'alimentation, c'est quand même un geste d'une grande sensibilité assez incroyable. Dans le fait, on va mettre un corps étranger à l'intérieur d'une autre, alors on accepte déjà pas forcément les corps étrangers dans notre propre pays, mais alors là, on les met à l'intérieur de notre propre corps. Et encore une fois, avec l'aliment, on est complètement coupé, pareil, du reste de la chaîne. Enfin, aujourd'hui, qui serait capable d'aller tuer un poulet pour le manger? Enfin, si tout le monde devait tuer son poulet pour pouvoir le manger, je pense qu'il y aurait plus de végétariens sur Terre. Et donc, comment, en fait, à partir de ces aliments et surtout de ce moment ultra basique et qui est en fait un des gestes primordiaux pour se maintenir en vie, comment on peut mettre un peu en exergue les relations et comment en fait ça raconte les relations que l'homme a tissées avec son environnement. Et je trouve que c'est une base très riche en fait justement pour raconter des histoires, mais surtout pour tirer des fils sur des questions économiques, politiques, culturelles, sociologiques, etc. Et je trouve que de cette manière, j'aime beaucoup la méthodologie que met en place Anna Tsing dans son livre sur le champignon de la fin du monde. C'est comment on part en fait d'un élément extrêmement concret en fait qu'on peut tous avoir devant nous pour en fait et à partir de cet élément-là venir tirer les fils de l'économie qu'il génère, de ses propriétés, d'où il vient, comment il est arrivé ici, comment il a été sélectionné, etc. Et que tout ça, en fait, ça vient nous raconter, et c'est une mine d'informations sur un certain nombre de faits sociaux qui ont été mis en place depuis des années.
Emmanuel, j'aimerais qu'on revienne pour réagir à ce que nous dit Tiffaine sur la question de l'expérience, parce que c'est vrai, et là je vois aussi voilà, des auditeurs qui nous posent la question de ces récits qu'il faut bâtir, mais aussi ces choses qu'il faut vivre ensemble. On se demande bien au niveau global, au niveau des échanges, et en plus, avec ce qui est en train de se passer dans notre quotidien avec cette pandémie, comment de telles expériences qui nous remettraient en commun pour un usage plus sobre de tout ce qui nous entoure, est-ce que c'est pas complètement utopique? Enfin, je veux dire, est-ce qu'on n'est pas déjà tellement loin de ça? Est-ce que c'est possible de l'envisager ailleurs que dans un contexte artistique? On peut tout à fait l'envisager dans un contexte qui n'est pas artistique, hein. Tout simplement parce que la logique, comment dire, par exemple, de faire de la prospective, c'est une logique collective. Donc, moi, dans mon travail, là, je suis tout seul devant vous, mais avec moi, il y a de nombreuses personnes en fait qui collaborent. Et quand je vous dis qu'on a une pensée un petit peu systémique et collective, c'est que on s'assoit, on discute et on interroge beaucoup les gens. Après, il y a des méthodes pour faire travailler le collectif. Moi, par exemple, à l'Institut de relations internationales et stratégiques, hein, j'ai un cours de prospective. Et dans ce cours de prospective, on fait travailler les élèves. Et ces élèves, ils vont travailler de manière collective. Ils vont aller aussi chercher l'information à l'extérieur. Ils vont faire des groupes de parole. Comment dire, on va traiter des sujets. Alors, ça va peut-être vous paraître bizarre parce que c'est peut-être pas les sujets que vous pourriez penser qu'un économiste peut traiter, mais on a traité, par exemple, se nourrir en 2050. Vous voyez, c'est une des grandes préoccupations de la prospective, comment on va se nourrir en 2050. Et pour ça, on peut faire des ateliers dans lesquels on va faire venir des gens. Après, de manière plus globale, en économie, on a une nouvelle possibilité, c'est ce qu'on appelle l'économie expérimentale. C'est-à-dire qu'on fait venir aussi les gens dans des laboratoires. Alors, il n'y a pas de pipette, il n'y a pas de produits chimiques, mais par contre, on va les faire répondre à des questions et on va essayer de comprendre un tout petit peu leurs préférences. On peut faire ça aussi par sondage. Donc, on a des outils maintenant pour essayer de mieux comprendre les préférences et l'utilité des personnes. Après, c'est vrai que la période ne s'y prête peut-être pas, mais justement, parce que la période ne se prête pas, on a quand même eu des innovations un peu de contournement. C'est-à-dire que, vous voyez, par exemple, faire de la prospective par Zoom, on peut le faire, c'est possible. On a des outils, on n'a pas besoin de se voir, même si, bien évidemment, c'est une problématique très, très importante hors de ce contexte-là. Donc, on a des outils que l'on peut développer et c'est pas illusoire. C'est pas illusoire. Il faut juste réussir à catalyser, encore une fois, à poser des bonnes questions. On a des outils méthodologiques pour le faire, on peut le faire, il y a aucun problème. Après, je voudrais juste me permettre de rebondir sur ce qu'a dit Tiffaine parce que j'ai trouvé que c'était absolument passionnant ce qu'elle a dit, notamment sur vivre l'expérience et sur le fait en fait de la circularité de son objet. Vous m'avez pas demandé quel matériau on avait choisi nous pour nos expériences, mais bien sûr on n'a pas les mêmes matériaux, mais c'est pas là-dessus que je vais revenir. Je vais revenir un peu à l'intelligence de la main. Vous voyez, il y a un très bon bouquin qui a été écrit sur l'intelligence de la main et il y a tout ce que vient de dire Tiffaine, c'est-à-dire derrière la main, il y a quoi? Il y a l'artisanat, il y a aussi la transmission. Il y a tout le lien qu'il y a avec l'écologie. Et pourquoi je dis ça? C'est que tout simplement, je pense qu'à un moment, il faut aussi se poser la question du système dans lequel on vit, dans le système économique dans lequel on est. Et notamment, l'organisation scientifique du travail, c'est quelque chose qui, j'allais dire, tue le développement durable. C'est pour ça que quand on parle de croissance verte, c'est une réelle utopie, tout simplement parce que la croissance verte, elle ne va pas recréer du lien, elle va créer des marchés, vous voyez. Et on se trompe complètement de débat, en fait, quand on parle de croissance verte, tout simplement parce qu'il faut revenir à cette intelligence de la main où, justement, on a la possibilité de comprendre dans sa globalité toute une chaîne de valeur. Et ce que Tiffaine a dit sur l'alimentation, moi, je l'ai pris tout de suite d'un point de vue économique. Quand vous achetez, un produit en supermarché, le prix qu'on vous fait payer, c'est quoi? C'est, allez, 10%, c'est peut-être le produit en lui-même. Les 90% qui restent, c'est une chaîne logistique qui est complètement
dont vous ne faites pas partie et que vous ne pouvez pas forcément appréhender. Et donc, c'est une réelle problématique parce qu'encore une fois, on n'a pas ce toucher, on n'a pas ce rapport direct, en fait, même avec le prix, même avec l'économie. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Jennifer. Si, ça m'inspire juste quelque chose à vous écouter là autour de l'expérience. Il y a tout ce, alors c'est beaucoup décrit comme des phénomènes de mode, mais cet engouement pour l'artisanat, pour recréer des choses, refaire des choses de ses mains, tous les ateliers que les gens suivent pour apprendre aussi à se débrouiller. L'exemple du poulet qu'on pourrait aller tuer, ça m'a fait penser au mouvement des survivalistes, mais enfin bon, toutes ces questions, elles sont très actuelles et très liées, mais je crois que Jenna a une autre question pour vous. Oui, en fait, Emmanuel et puis également Tiffaine, aujourd'hui, faire communauté, en tout cas en tant qu'économiste, est-ce que ça nécessite de repenser un modèle? Aujourd'hui, quand on voit que les politiques pour les transitions énergétiques cristallisent en fait leurs objectifs sur une diminution de la dépendance aux énergies fossiles, on parlait d'utopie tout à l'heure, mais quelles sont les actions possibles dans le champ de l'art, dans le champ de l'économie, mais aussi à l'échelle individuelle hein, pour chacun, voilà, aussi toutes les futures générations qui nous écoutent. Et puis au quotidien, quelles sont les actions possibles? Est-ce qu'il y a une forme d'utopie? Est-ce qu'on peut continuer à entretenir une forme d'espoir et d'amélioration de ces états? Et est-ce que ça nécessite ce changement de paradigme de renverser un modèle établi? Peut-être Emmanuel, si vous voulez. D'accord, non, j'attendais de voir si Tiffaine voulait, voulait réagir. Alors, premier point, à mon sens, vous dites, vous parlez des utopies, il faut de l'utopie. Et justement, c'est ce qui manque, à mon sens, dans le monde actuel, c'est-à-dire on n'a plus d'utopie. Où sont passées les utopies? Où sont passées l'utopie hein, Thomas More, les premiers utopistes, si vous voulez, ils avaient une vision de la société à 10, 20, 30, 40 ans, même d'ailleurs, c'était même pas daté. Et donc, la problématique de l'utopie, elle est bien ancrée. Après, derrière l'utopie, il y a l'entraînement, comment on entraîne. Mais on ne peut pas entraîner si on n'a pas d'image. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire projeter des images du futur. Hein, et c'est pour ça que les ateliers prospectifs, ils sont absolument extraordinaires. C'est que justement, on va pouvoir, en prospective, on travaille avec des images, on peut travailler avec du son, on peut travailler avec des récits écrits. Vous voyez, j'avais jamais pensé à travailler avec de l'art, par exemple, avec mes élèves, mais c'est une forme, j'allais dire, de travail qui est absolument extraordinaire. Parce qu'il y a énormément de choses à dire en fait lorsqu'on voit ce type d'œuvre. Derrière tout ça, qu'est-ce qu'il faut? Donc il faut vraiment j'insiste sur l'utopie parce que l'utopie, c'est pas facile de créer de l'utopie. C'est complexe l'utopie, ça nécessite de la pluridisciplinarité. Et à l'heure actuelle, malheureusement, vous regardez l'organisation, que ce soit l'organisation du travail, l'organisation politique, on vit en silo. Encore plus maintenant avec la pandémie. Mais hors pandémie, on est en silo. Vous avez des silos, vous avez ce que j'appelle un silo, vous avez regardé l'organisation ministérielle, par exemple, on a le silo du ministère de l'Agriculture, on a le silo du ministère de l'Industrie. Où est la transdisciplinarité? Où doit se situer la transition écologique dans toutes ces histoires? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut sortir déjà la transition écologique du champ politique, à mon sens. Il faut recréer de l'utopie locale. On va commencer petit. Il faut l'utopie locale. C'est quoi? Ça veut dire quoi l'utopie locale? Ça veut dire qu'on va essayer de se réapproprier la gestion des communs. Et c'est quoi un commun? C'est la capacité des personnes à s'auto-organiser et à faire. Hein. Et donc, il faut être dans le faire. Et c'est pour ça que je reviens à cette intelligence de la main. Le faire, c'est essentiel. Pourquoi? Parce que ça permet en tout premier lieu de créer du lien et de vivre une expérience. Et je finis juste là-dessus. Si vous voyez les étudiants qui travaillent sur des projets prospectifs, en fait, quand ils sont dans du faire et quand ils sont dans de la projection à un horizon de 30 ans, vous avez des êtres qui sont complètement illuminés et qui sont merveilleux. Mmh.
Donc pour vous, Emmanuel, si vous deviez citer une action quotidienne ou citoyenne, ce serait cultiver cette utopie à l'échelle locale, si je comprends bien, c'est Tout ça? à fait. Et pour vous, Tiffaine, est-ce que vous avez une action, peut-être une invitation à agir et également une lecture inspirante? Moi, je voudrais juste dire quelque chose déjà, c'est qu'il faut faire attention à la culpabilité qui est mise sur le dos des gens et de ces pauvres citoyens, alors même qu'ils sont en train de trier leurs déchets et qu'à côté, il y a les grandes multinationales qui ne payent pas leurs impôts, qui sont en train de déverser toutes les merdes dans la rivière qui passe à côté de leurs pauvres petits lopins de terre. Donc, il faut un petit peu modérer, en fait, c'est bien hein, le mouvement colibriste, mais bon, même si tout le monde y adhérait, ça ne changerait pas grand-chose, quoi. Après, créer de la communauté, bah ouais, c'est super. Hein. Seulement, rien n'est fait pour ça aujourd'hui. Tout est basé sur un rapport de compétition et d'individualisation. Ça part à la maternelle et puis bah, ça finit jamais, en fait. Donc, bah déjà, va peut-être falloir un petit peu repenser ça. Enfin, en fait, rien n'est fait pour faire des choses ensemble. Et je vois bien aussi, faisant des ateliers dans des milieux scolaires, faire des trucs à plusieurs, c'est extrêmement compliqué, en fait. Et puis, déjà, faire des trucs tout court, avec les mains et avec de la terre, c'est tout de suite, on a l'impression de déplacer des montagnes. Donc, je pense qu'il va falloir un petit peu revoir pas mal de systèmes, en tout cas, pour essayer de faire de la communauté. Et après, c'était quoi l'autre question? Les gestes à faire. Une lecture inspirante et également vous, Emmanuel, si vous avez un auteur voilà, que vous pourriez nous conseiller, nous recommander. Bah, en ce moment, moi, je suis en train de lire, j'aurai 2 livres. Il y a Comment la Terre s'étudie de David Abraham et Jean Giono, Que ma joie demeure. Oui, tout à fait. Bon, c'est que des hommes, alors je vais citer aussi Marcel Delpastre, qui est une poète du Limousin. Mais voilà, on va avoir d'un côté un penseur un peu des sciences sociales qui va un peu nous expliquer comment le lien avec la Terre s'est rompu. Et de l'autre côté, on a un écrivain et une poétesse bah, qui nous parlent avec des mots extrêmement touchants et magiques du lien qu'ils entretiennent eux-mêmes avec cette même Terre. Et pour les gestes, ben, peut-être essayer de savoir aussi qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire plutôt que qu'est-ce qu'on a l'impression qu'on devrait faire. Et vous, Emmanuel, vraiment pour clôturer en un mot, une lecture inspirante? Alors, je vais vous en donner deux. Une vieille, enfin une vieille, 1976, L'économique et le vivant de René Passet. C'est en bibliothèque Payot. Je ne sais pas si ça se trouve encore, mais en tout cas, moi, j'en ai un exemplaire et je ne suis pas prêt de le vendre, je peux vous le dire. Je peux le prêter peut-être. Et puis, un autre livre que j'ai découvert il y a quelques jours qui s'appelle L'intelligence de la main. C'est de Hugues Jacquet et qui est véritablement très intéressant. Et je pense qu'il questionne en fait toutes les problématiques qu'on a abordées ce soir. Et je rajoute juste quelque chose. Je vous ai dit, il faut faire, il faut qu'on fasse. Enfin, il faut que les gens fassent. Il faut qu'ils fassent ensemble, bien évidemment. Et je rejoins Tiffaine, même si je suis un peu. Faut pas baigner dans le pessimisme. Ça demande beaucoup d'énergie, mais justement, c'est dans cette énergie-là en fait qu'on va trouver tous les ressorts pour essayer de raconter et puis de sortir comment dire de cette problématique de comprendre que le désir c'est quelque chose de mimétique, c'est une construction sociale et qu'il faut retrouver encore une fois l'intelligence en fait du toucher et du rapport à la matière. Parfait. Merci beaucoup. Bon, le temps file. On aurait voulu aborder tellement de questions, la question de l'innovation, la question des technologies vertes, de ce paradoxe de la croissance verte. En tout cas, j'invite tous ceux qui sont emportés par ces sujets à lire vos articles sur The Conversation, Emmanuel, et puis Tiffaine Calmette, à creuser un petit peu vos différents projets qui ont une force, voilà, du sensible et du sens assez bouleversant, en tout cas en tant que visiteur dans des parcours
parcours d'exposition. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Merci à Jennifer. Merci également à Nathalie Guillot, fondatrice de la Fondation Thalie, pour sa confiance. Je vous rappelle que la vidéo de la rencontre sera en replay dès demain sur le site de la Fondation Thalie et sur YouTube. Et je vous donne rendez-vous le 21 avril pour la plateforme de poésie Equinox et également pour un autre rendez-vous Parole de créateur avec Pierrot Gilardi et Joël Chevrier le 6 mai prochain. Voilà, merci, un grand merci à vous. On mettra les références bibliographiques de ces échanges sur le site dès demain. Merci à tous, au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.